السلام عليكم. هذه فيديو نديرها جواب ل يعني التدخلات تاع البعض اللي من بعد لا فيديو تاعي اللي درتها على القضية تاع ولد علي بن الحاج القهر، اللي كل مرة يقولوا مات وفى يعني درت une vidéo pour dénoncer cette pratique sadique. Et donc il y a eu quelques réactions un peu outrancières à mon avis parce que يعني في الحقيقة يعني كل واحد له الحق باش يعبر عن رأيه، ولكن نظن باللي premièrement il faut essayer de garder un temps soit peu d'honnêteté intellectuelle, et ensuite il faut essayer aussi de ne pas insulter les gens pour leurs convictions propres. Donc j'ai fait une réponse écrite aussi, j'ai pensé à la lire aussi, comme ça sera une autre vidéo. Donc là elle est en français. Alors, lorsque la junte avait commencé à mettre en place les mécanismes du terrorisme pédagogique, les Algériens n'avaient pas encore découvert l'horreur de la guerre contre les civils, qui allait être mise en branle. Cela a commencé par l'assassinat des d'intellectuels, de personnalités et d'artistes parmi les plus populaires. Ce qu'on appelait à l'époque les personnalités ciblées, parce qu'elles étaient les plus appréciées de la population. Puis, la logique s'est élargie à des couches entières, à des populations entières, des populations isolées, de préférence choisies parmi celles qui avaient voté massivement pour le fils. Les populations rurales. Et le terrorisme pédagogique entra ensuite dans une sorte de tourbillon infernal qui avalait la vie partout où il passait. Enlèvement, séquestration, torture, instituant règles systématiques d'interrogatoire, mais aussi de terreur, pour installer l'effroi au sein de la population acquise aux thèses islamistes. Et même à celles qui, sans y adhérer, voulaient se servir de cette dynamique pour balayer le régime odieux qui avait pris tout le pays en otage, et qui s'en servaient comme d'un bien propre. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui, sans être islamistes, les premiers mois du soulèvement islamiste, où les gens sympathisaient plutôt avec les islamistes qu'avec le régime, puisqu'ils voulaient se servir ils se sont dit, bon, ils vont nous débarrasser de ce régime. Le terrorisme pédagogique a été, ce terme a été inventé par le général Smaïl Ammari, le DRS, numéro 2 du DRS. Celui qui a dit « je suis prêt », il a dit devant témoin. Hein. Et Samraoui l'a rapporté, il a dit qu'il l'avait dit devant témoin. Il avait dit « je suis prêt à tuer 3 millions d'Algériens ». Et ce chiffre, en fait, il est symbolique de quelque chose. Pourquoi il a dit 3 millions? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2? C'est parce que le discours officiel de l'Algérie parle toujours d'1,5 million de martyrs de la révolution, Jouhada. Donc lui, il a dit, je suis capable de tuer le double de ces... Pour vous dire, hein, comme quoi, comment ils raisonnent ces gens. Alors, le terrorisme pédagogique, ça veut dire que c'est un terrorisme qui consiste à se servir de la violence islamiste, à l'instrumenter, à la financer, à l'armer, à l'encadrer, à la diriger contre des populations civiles pour faire basculer les populations contre l'islamisme. Ça veut dire se servir de la violence islamiste pour mener des actions en quelque sorte contre-productives pour l'islamisme. Donc ce terrorisme parvint à un niveau d'organisation et de redoutable efficacité grâce à la complicité active d'une certaine catégorie de la population, que certains considèrent comme étant l'élite du pays. Journalistes, pseudo-intellectuels, capitaines d'industrie entre guillemets, hommes d'affaires et surtout pseudo-responsables politiques, chefs de parti, de formation qui n'avaient de représentativité que celle que leur faisait la machine à propagande du pouvoir. Ces gens-là allaient tout faire pour que le carnage se commette à huis clos et pour qu'il soit inscrit à l'actif des hordes islamistes, comme ils disaient.
des relais installés à l'étranger, composés d'hommes politiques marrons, de pseudo-philosophes, de journalistes et d'une faune de faiseurs d'opinion en tout genre, grassement rétribués ou induits en erreur sur la vraie nature du régime, allaient étouffer la voix des suppliciés et permettre aux criminels contre l'humanité qui sévissaient en Algérie de commettre des massacres à grande échelle et de leurrer une opinion publique qui mit longtemps à s'apercevoir qu'elle était victime d'une machination de grande envergure. 200 000 morts plus tard et un cortège interminable de malheurs lorsque les Algériens se rendirent compte qui était le chef d'orchestre de cette sanglante partition, les jeux étaient faits désormais. Les généraux avaient réussi à laminer l'islamisme politique avec ses propres armes et son propre discours. Et l'opération a été menée si rondement qu'elle a permis à ses auteurs, en plus d'évacuer la menace islamiste sur le régime, d'engranger des milliards de dollars de dividendes pris sur la bête, au moment même où celle-ci était saignée à blanc, 2 en 1, liquider la menace et s'enrichir dans le même temps. Et c'est ce qu'ils firent, les généraux sauveurs de la République, ils mirent à profit cette période pour s'enrichir à milliards, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Et pendant ce temps, les chantres de l'éradication, qui criaient à tue-tête qu'on ne pouvait pas faire la guerre avec des gants blancs, pour reprendre la formule d'un homme politique entre guillemets, qui hurlaient à la mort et tiraient à boulet rouge sur quiconque osait poser la question de savoir qui tuait qui, ces éradicateurs, comme ils se plaisaient eux-mêmes à se définir, en opposition aux réconciliateurs qui cherchaient à faire cesser le carnage, en firent tant et si bien que le monde entier a ignoré ce qui s'est réellement passé durant ces années de sang. Nombreux parmi eux qui étaient sincères et qui refusaient seulement de voir leur société basculer dans une impasse théocratique sont revenus aujourd'hui de leurs illusions. Parce que parmi les éradicateurs, il y en avait de sincères. Il y en avait des gens qui refusaient simplement la solution islamiste. Ils ont cru la combattre avec des moyens républicains et démocratiques. Et ils n'ont pas compris qu'ils avaient mis le doigt dans un engrenage et qui faisait le jeu de ceux qui voulaient garder le pouvoir pour pouvoir se servir de ce pays. Ils ont découvert le visage hideux de la bête immonde. Bien plus tard, bien trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ils ont compris que la junte les a utilisés pour pouvoir commettre des massacres de masse sans être inquiétés le moins du monde, et de profiter de cette période confuse pour s'enrichir à milliards et constituer une nouvelle classe sociale, une bourgeoisie comprador sortie du chapeau de ces éradicateurs, constituée des parentèles et des clientèles du régime, de la junte. Ils ont d'autant plus compris, ces gens qui sont revenus de leurs illusions, hein, qu'ils ont observé par eux-mêmes que la junte a usé de tactiques pour ramener un Bouteflika qui a réussi à faire croire à une vaste réconciliation entre agents honorables de l'État, pour reprendre la formulation, et des repentis, pour reprendre la même formulation dans le même texte, une vraie farce si ce n'était une autre tragédie, une autre injustice commise contre tout un peuple en lui extorquant un pardon scélérat pour des crimes imprescriptibles contre tout un peuple. Mais s'il y avait des gens sincères au sein de ces éradicateurs, il y en avait aussi qui étaient rétribués pour leur action, qui émargeaient dans les services, qui avaient un fil à la patte, ou qui y trouvaient leur intérêt, qui avaient des licences d'importation, qui avaient des affaires, qui avaient des journaux, etc. Ceux-là, même s'ils sont rentrés dans leur trou, restent toujours opérationnels. Ils ne manquent jamais de montrer le bout de leur museau lorsqu'ils se sentent protégés. Ce sont les pires, parce qu'ils soutiennent un régime sanguinaire et crapuleux, et qu'ils le savent, non pour des convictions, ni par peur d'une quelconque menace, mais parce qu'ils mangent au râtelier sanglant. Et ils sont d'autant plus haïssables
qu'il tente encore de défendre l'indéfendable en s'attribuant de beaux rôles, en tentant de salir ceux qui osent braver le monstre qui dévore la nation toute vive. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher. De nombreux témoignages sont venus confirmer la vraie nature du complot contre le peuple. Un journaliste de renom qui avait été assassiné en ces années de violence et de confusion, particulièrement estimé de ses lecteurs, qui combattait la terreur sans pour autant appeler au meurtre et à la dévastation, M. Saïd Maqbel, avait confié à une journaliste allemande, je crois, peu de temps avant d'être assassiné, qu'il était convaincu que les assassinats ciblés de journalistes étaient commandités par le principal général du DRS. Ces confidences ont paru dans un livre de Monica Bergman, la journaliste en question, « Une mort à la lettre », c'est le titre du livre. Curieusement, les chantres de l'éradication, ceux qui hurlaient à la mort avec les loups de la mort, ceux qui avaient dénoncé l'assassinat de Saïd Maqbel, n'ont pipé mot sur ce livre majeur. Eux qui partent au quart de tour à chaque fois que la question de qui tue qui est seulement suggérée, ont passé sous silence ce témoignage bouleversant, parce qu'il serait trop compromettant s'il était ramené à plus de jours. Mais cela n'a pas empêché les Algériens de savoir, de tout savoir, malgré la mainmise du régime sur tous les moyens d'information. Le peuple algérien sait aujourd'hui que ces crimes qui ont été commis contre le peuple ont été délibérément pensés et froidement exécutés par la junte qui a pris la totalité du pouvoir au lendemain de l'interruption du processus électoral. Le complot a été prémédité dans des détails infimes, jusqu'à infiltrer patiemment les groupes islamistes qui se constituaient, souvent sous l'impulsion d'émirs à sa solde. Mais il ne faut pas dédouaner les islamistes de ce carnage. Les islamistes armés et même ceux qui appelaient au soulèvement ont joué un rôle tout aussi criminel dans cette tragédie. Parmi ces islamistes, je fais personnellement la différence entre deux catégories, si je puis dire, celle de gens sincères, souvent illuminés, endoctrinés à un point inimaginable et qui croyaient réellement qu'ils menaient un djihad pour le triomphe de l'islam et qui étaient à milieu de s'imaginer que les fatwas qu'ils mettaient en application sortaient des labos du DRS, et l'autre catégorie composée d'islamistes organiques, des agents du DRS infiltrés par ce dernier au cœur de la mouvance islamiste, et dont la mission était de faire perpétrer des carnages contre la population par des groupes islamistes armés dont ils avaient pris le contrôle. Mais les uns et les autres étaient des alliés objectifs de la junte, soit qu'ils en étaient les agents secrets ou qu'ils agissaient à l'insu de leur plein gré. Les groupes islamistes armés ont pleinement contribué aux massacres qui ont été commis contre les populations civiles. Aujourd'hui, de nombreux leaders islamistes ont eu le courage de dire la vérité, ou une part de la vérité, sur les circonstances où cette violence est produite. Mais le chemin reste encore lent et il leur faudra assumer la réalité dans toute son ampleur. Nombreux parmi ces leaders, dont Anwar Haddam et Ali Belhaj, entre autres, ont appelé à une enquête objective et totalement indépendante pour situer les responsabilités de chacun. Mais le régime a rejeté en bloc et de façon très énergique toute discussion qui pourrait aboutir à une telle éventualité. Normal, parce qu'il sait que sa situation, sa responsabilité est immense. L'affaire Zenjabil, une parmi d'innombrables autres, qui montre bien combien l'implication du régime dans la gestion du terrorisme est monstrueuse et significative à cet égard, où l'on découvre que le trafic du kiff et de la cocaïne, pendant des années, pendant plus de 10 ans, était dirigé par un général-major du DRS, et dont les dividendes produites, les sommes faramineuses, en plus d'être partagées entre de nombreuses personnalités sécuritaires et judiciaires du pays, des généraux, des procureurs généraux, des présidents de cour, des walis, contribuaient aussi à financer le terrorisme. C'était Zenjabil lui-même qui prenait des sommes d'argent et qui les distribuait aux émirs, ou qui leur achetait de l'armement et qui le faisait passer du Maroc en Algérie. Nous ne sortirons de cette spirale infernale
et nous ne nous libérerons de cette étreinte mortelle qui nous broie, qui continue de nous broyer, que le jour où nous déciderons de faire éclater la vérité, toute la vérité. La vérité doit être sue et dite.